Bonjour et bienvenue sur History Lovers. Peter Falk, l'acteur légendaire derrière l'emblématique détective Columbo, a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des Américains et du monde entier. Avec son imperméable froissé, son cigare à moitié mâché et son air faussement distrait, il incarnait un héros à la fois ordinaire et brillant, un homme dont la curiosité insatiable et l'intuition aiguisée démasquaient les criminels les plus rusés. Mais au-delà de l'écran, la vie de Falk était un kaléidoscope de contradictions, un père aimant, un mari infidèle, un artiste passionné, et, vers la fin, une âme tourmentée par la maladie d'Alzheimer. Sa fille adoptive, Catherine Falk, a partagé des souvenirs poignants de son père, révélant non seulement la chaleur de leur lien, mais aussi les luttes déchirantes des dernières années de sa vie, marquées par des conflits familiaux et une bataille juridique pour rester proche de lui. Ces révélations, mêlées de tendresse et de douleur, peignent un portrait complexe d'un homme dont la vie personnelle était aussi captivante que ses performances à l'écran. Peter Falk naquit le 16 septembre 1927 dans le Bronx, New York, dans une famille d'immigrants juifs d'Europe de l'Est. Son père, Michael Falk, tenait une boutique de vêtements secs, tandis que sa mère, Madeleine, comptable méticuleuse, instillait discipline et ambition à leur fils unique. Les années 1920 à New York vibraient d'énergie. Les rues du Bronx résonnaient des klaxons des Forte, des cris des vendeurs de journaux et des mélodies yiddish des théâtres de la 2e avenue. Mais cette enfance fut bouleversée à l'âge de 3 ans, lorsque Peter fut diagnostiqué avec un rétinoblastome, une tumeur maligne derrière son œil droit. Une opération d'urgence sauva sa vie, mais au prix de son œil, remplacé par une prothèse de verre qui donnait à son regard une intensité singulière, un trait qui deviendrait sa marque de fabrique. À l'école, il compensait son handicap par un humour mordant et une audace rebelle. Moqué par certains camarades pour son œil mort, il transformait les insultes en rires, retirant parfois sa prothèse en classe pour amuser ses amis, défiant la pitié avec une confiance désarmante. Les années scolaires furent un combat. La Grande Dépression, déclenchée par le krach boursier de 1929, plongea la famille Falk dans une précarité relative. Les clients se faisaient rares et le magasin paternel luttait pour survivre. Peter, pourtant, brillait par son charisme. À l'Ossining High School, dans l'État de New York, où la famille déménagea, il se distinguait dans les pièces de théâtre scolaire, jouant des rôles comiques avec une aisance naturelle, bien que sa petite taille, 1,68 m, et son apparence atypique le rendaient improbable pour les rôles de beau gosse. Incapable de rejoindre la marine à cause de sa vision, il s'engagea à 17 ans dans la marine marchande en 1945, servant comme cuisinier sur des cargos traversant l'Atlantique. Ces mois en mer, sous un ciel gris et des vagues tumultueuses, forgèrent son endurance et son goût pour l'aventure. Après la guerre, il obtint un diplôme en sciences politiques à la New School for Social Research en 1951, puis une maîtrise en administration publique à l'Université de Syracuse en 1953, envisageant une carrière dans la bureaucratie. Mais l'appel de la scène était plus fort. Encouragé par l'actrice Eva Le Gallienne, rencontrée lors d'un atelier à New York, Peter quitta un emploi stable d'analyste budgétaire en 1955 pour se lancer dans le théâtre. À 28 ans, il s'installa dans un appartement exigu du Greenwich Village, vivant de petits boulots, livreur, barman, tout en auditionnant pour des productions off-Broadway. Ses débuts furent modestes. Dans une mise en scène de Don Juan de Molière en 1956, il trébucha sur ses lignes, provoquant les rires du public, mais il rebondit vite. Son rôle de barman dans The Iceman Comet d'Eugene O'Neill, aux côtés de Jason Robart, révéla son talent brut, une voix rauque, un regard perçant et une énergie qui captivait même dans les silences. Sa percée télévisuelle survint en 1961 avec The Price of Tomatoes sur The Dick Powell Show, où il jouait un chauffeur de camion grec avec une intensité comique qui lui valut un Emmy. Suivirent 2 nominations aux Oscars, pour le mafieux abbé Rolles dans Murder, ANC, 1960, un rôle où il mêlait menaces et vulnérabilité, et pour le garde du corps Joy Boy dans Pocket Full of Miracles, 1961, inspiré d'un conte de Damon Ruillon. Ses performances, filmées dans les studios bruyants de Hollywood, où les projecteurs brûlaient la peau et les réalisateurs hurlaient leurs ordres, fit de Falk un acteur respecté, malgré son apparence non conventionnelle. Mais c'est Columbo, lancé le 15 septembre 1971 sur NBC, qui le propulsa au rang d'icône. Créé par Richard Levinson et William Link, le personnage du lieutenant Columbo, un détective débraillé, conduisant une Peugeot 403 cabossée, posant des questions faussement anodines avec sa phrase fétiche « juste une dernière chose », était une révolution. À une époque où les héros télévisés étaient des machos comme Mannix ou des espions sophistiqués comme James Bond, Columbo était un anti-héros, modeste, désordonné, mais d'une intelligence redoutable. Falk n'était pas le premier choix. Thomas Mitchell, mort en 1962, avait créé le rôle sur scène. Bing Crosby et Lee Jacob déclinèrent pour des raisons d'agenda.
Falk lui-même hésitait, épuisé par une arnaque financière de $100 000 par son manager, qui l'avait laissé endetté. Poussé par la nécessité, il accepta, apportant sa propre garde-robe, un imperméable usé acheté à Manhattan sous une pluie battante en 1967, des chaussures éraflées et un costume froissé qui semblait avoir dormi dans une valise. Ce choix, presque instinctif, donna à Columbo une authenticité rare. Falk insistait pour porter les mêmes vêtements à chaque épisode, refusant les costumes impeccables proposés par la production. Sur cette saison, 1968 à 1978, puis 1989 à 2003 en téléfilm, Falk incarna Columbo dans 69 épisodes, transformant le détective en légende. Sa méthode était unique. Il improvisait des gestes, tripotait un cigare, plissait son œil valide pour feindre la confusion, ajoutant des couches de profondeur au personnage. Dans Murder by the Book 1971, réalisé par un jeune Steven Spielberg, il piège un écrivain arrogant, Jack Cassidy, avec une nonchalance calculée. Dans A Stitch in Time 1972, il démêle un complot médical avec une patience d'horloger. Les critiques, comme ceux du New York Times, louaient sa capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire, tandis que les audiences 20 millions par épisode à son apogée adoraient ce héros relatable, loin des stéréotypes hollywoodiens. Falk lui-même décrivait Columbo comme un homme sûr de lui, qui se fiche de l'étiquette sur son costume, aimé pour son humilité et son génie. Cette fusion entre l'acteur et le personnage était si complète que, selon le biographe Richard Lertzman, Falk et Columbo devinrent un seul être jusqu'à ce que la maladie les sépare. Sa vie personnelle, cependant, était bien plus chaotique. En 1960, à 33 ans, Falk épousa Alice Mayo, une designer talentueuse rencontrée à l'université de Syracuse. Leur cours de 12 ans, marqué par des promenades romantiques sur le campus et des lettres enflammées, culmina dans un mariage simple à New York. Ils adoptèrent 2 filles, Jacqueline et Catherine, en 1966 et 1970, devenant le centre du monde de Falk. Malgré sa carrière exigeante, des tournages de 14 heures à Hollywood, des répétitions interminables, il priorisait ses filles, les emmenant au parc Griffith pour observer les passants, une habitude qui affinait son sens de l'observation. Catherine se souvient de ces moments avec tendresse. Il m'a appris à lire les gens, leurs gestes, leur langage corporel. Il voyait tout. Ses sorties, souvent suivies de dîners dans des restaurants de quartier, étaient des bulles de bonheur. Peter, riant avec Alice, évoquait leurs jours d'étudiant, oubliant temporairement les pressions de la célébrité. Mais Falk n'était pas un mari fidèle. Selon Lertzman, il était un coureur incorrigible, poursuivant des actrices et des assistantes sur les plateaux, même sous les yeux d'Alice. Elle toléra longtemps, par amour ou résignation, mais la douleur devint insupportable. Leur divorce en 1976, après 16 ans, fut un déchirement, bien qu'ils conservèrent une amitié sincère pour leur fille. Catherine se rappelle des matchs des LA Kings où ses parents, désormais séparés, riaient comme des amis d'enfance, une image réconfortante pour une adolescente. Pourtant, l'étourderie de Falk, oublié où il garait sa vieille Mercedes, grillait des feux rouges en maintenant un contact visuel avec ses filles à l'arrière, ajoutait une touche d'aventure à leur quotidien. Sa vision monoculaire, héritage de son cancer infantile, amplifiait ces moments. Il tournait toute sa tête pour nous regarder, et on criait en voyant le trottoir approcher. Raconte Catherine, amusée. 1 an après son divorce, en 1977, Falk épousa Shara Danez, une actrice de 22 ans sa cadette, rencontrée sur le tournage de Mikey and Nicky à Philadelphie. Leur alchimie initiale, des dîners romantiques dans des bistrots italiens, des discussions sur le théâtre, céda vite place à des tensions. Surnommés les Fighting Five par la presse, ils se disputaient publiquement, leurs querelles alimentées par les infidélités persistantes de Peter et les attentes élevées de Shara. Malgré 2 demandes de divorce, leur mariage dura 32 ans, jusqu'à la mort de Falk en 2011, marqué par des compromis fragiles. Shara confia plus tard. Nous ne nous entendions sur rien, mais nous avons appris à accepter nos défauts. Ces moments de réconciliation, un dîner partagé, une promenade à Malibu, révélaient une tendresse sous-jacente, bien que précaire. La relation entre Catherine et Shara, cependant, fut un champ de mine. Adoptée par Falk et Alice, Catherine se heurta à l'influence croissante de Shara, qu'elle accusait de l'isoler de son père. Elle rendait impossible tout sentiment de liberté pour lui, déplore-t-elle. Les tensions culminèrent en 2008, lorsque la santé de Falk déclina sous l'effet d'une démence avancée, probablement liée à Alzheimer. Shara, devenue sa tutrice, limita l'accès de Catherine et Jacqueline, interdisant même les visites à leur domicile de Beverly Hills. Désespérée,
Catherine déposa une demande de tutelle en décembre 2008 auprès du tribunal supérieur de Los Angeles, réclamant des informations médicales et le droit de voir son père. Après 7 mois de bataille juridique, un procès coûteux de 2 jours, des avocats facturant des milliers de dollars, le tribunal nomma Shera tutrice officielle, accordant à Catherine des visites mensuelles dans un lieu neutre. Mais Shera, selon Catherine, continua d'entraver leur relation, tandis que Jacqueline, moins combative, cessa de voir son père pendant 3 ans. Les images de Falk errant dans Beverly Hills en 2009, hagard, chemise ouverte, brisèrent le cœur de Catherine. Il semblait négligé, perdu, confie-t-elle à Inside Edition. Apprendre son hospitalisation en 2011, puis son décès le 23 juin 2011 à 83 ans, par les médias plutôt que par Shera, fut une blessure profonde. Pire encore, Shera organisa les funérailles au Westwood Memorial Park, où reposent des légendes comme Carol O'Connor et Jacques Lemond sans informer les filles. Catherine, accompagnée par Inside Edition, trouva enfin la tombe de son père, un moment de clôture douce amère. Savoir où il repose m'apporte la paix. Le testament de Falk, établi avant son diagnostic, légua la majeure partie de son patrimoine de 5 millions de dollars, maisons, œuvres d'art, compte d'investissement à Shera, avec un héritage à 6 chiffres pour Catherine et Jacqueline. Une clause anti-contestation menaçait de révoquer l'héritage de Catherine si elle défichait le testament, une précaution qui reflétait les tensions familiales. Malgré ces drames, l'héritage de Falk reste éclatant. Sa carrière, couvrant 58 films et 2 nominations aux Oscars, brilla par son authenticité. Dans The Princess Bride, 1987, il jouait un grand-père narrateur avec une tendresse désarmante. Dans Wings of Desire, 1987, il incarnait un ange déchu avec une mélancolie poétique. Mais c'est Columbo qui définit son génie, un détective qui, comme Falk, voyait plus avec un œil que d'autres avec 2. Sa vie privée, marquée par l'alcool, le tabac et les liaisons, contrastait avec son image publique. L'Hertzmann note « Peter était une âme libre, savourant la bière, le scotch et les nuits entre amis. » Son amour pour l'art, il dessinait au fusain dans son atelier, capturant des portraits de passants et la musique du jazz de Miles Davis aux opéras de Puccini, révélait une sensibilité profonde. Catherine, aujourd'hui détective privée, a transformé sa douleur en action, fondant la Catherine Falk Organisation pour défendre les droits de visite des enfants auprès de parents malades. « Je veux que personne ne vive ce que j'ai vécu », dit-elle. À travers ses souvenirs, Peter Falk apparaît non comme un saint, mais comme un homme vibrant, imparfait, dont le rire tonitruant et le regard malicieux continuent d'illuminer les écrans. Son parcours, des rues du Bronx au plateau d'Hollywood, incarne une résilience farouche, un témoignage que même un homme avec un seul œil peut voir le monde avec une clarté rare.